Bienvenue dans l'inconnu. Le premier podcast où l'identité de l'invité est inconnue. C'est le podcast qui décolle les étiquettes sociales et ne se pose pas la question de ce que tu fais et se focalise sur qui tu es. Je vous invite à découvrir avec moi l'histoire d'un inconnu, un héros, une héroïne du quotidien, source d'inspiration. Bon, je suis hyper content d'être avec toi ce matin. Merci. On s'est rencontrés la semaine dernière. Tout à fait. Tu as accepté très gentiment de partir dans l'inconnu. Avec grand plaisir. J'avoue, quand tu commençais à présenter en interne le concept, je dis j'aimerais bien le faire. Hein. Après, j'ai même pas eu le temps de t'en parler, que tu me l'as proposé. Donc, écoute, j'en suis ravi. Je suis doublement content parce qu'aujourd'hui, déjà, je te rencontre. Et en plus, tu es le premier épisode de l'année 2026. Ah, magnifique, magnifique. Ben, je suis doublement ravi. Tu commences l'année. Ben, écoute, commençons sur de bonnes bases et j'en suis vraiment ravi. Tu sais qu'on va garder ton identité. Ouais. Et ton métier, activité secret durant notre échange. Ça va être difficile pour moi. J'ai tendance à beaucoup en parler, mais avec grand ouais, bien sûr. Pour redonner du sens et mettre le qui es-tu bien sûr. Avant le que fais-tu. Ouais, très bien. Pour commencer, j'aimerais savoir comment tu vas. Ben, ça va. Comme je dis souvent, grâce à Dieu, ça va. Parce que peut-être qu'on va en parler. Ça va, il y a la petite. Je sais même plus, je suis en train de m'auto-censurer. Non, ça va. Franchement, ça va. J'ai la santé, ma famille, mes proches ont la santé. Mon épouse est enceinte. Voilà, le petit garçon après une petite fille, merci beaucoup. Petit garçon qui arrivera, si tout va bien, en mars 2026. Donc non, c'est vraiment, grâce à Dieu, tout va bien. Ah bah c'est chouette, c'est une belle nouvelle. C'est top. Je suis content pour toi. Ah ben merci beaucoup. C'est le choix du roi, comme on dit, je crois que c'est ça. Ça. La petite fille qui a bientôt 2 ans et demi et le garçon qui arrive bientôt. Donc ouais, je suis aux anges. Vraiment, je suis accompli, bon on va pas en parler, mais professionnellement, au niveau privé, j'arrive à trouver un bon équilibre entre les deux. Moi, c'est des choses qui comptent énormément. Donc je suis vraiment... Tout va bien, grâce à Dieu. Ah, c'est cool. Est-ce que tu peux nous dire où nous sommes ? Nous sommes dans mes locaux, d'une que j'ai créé. Alors je vais être très large, dans les industries culturelles et créatives. Ce sont des locaux à l'image de mon agence et de ce qu'on a créé avec mes associés, avec là autour de nous des disques d'or, des disques de platine, des vêtements, des baskets, dans un quartier qui me tient à cœur. Donc voilà, je suis vraiment dans mon élément et quand tu m'as dit on le fait où tu veux, dans un endroit calme, mais qui te ressemble, j'ai immédiatement pensé à cet endroit parce que c'est à mon image et à l'image de mon agence. Je te propose de partir au hasard de la discussion. Allez. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié ça. Mais très bien. Très bien. Soit tu le choisis, soit tu le tires au hasard. Ah, moi je tire au hasard. Moi c'est tout pour ton mektoub, tout pour le destin. Donc là, ok. Donc. Est-ce que la couleur te va ? Ah oui, très bien. Petit violet clair. Non, ce purple. Non, très bien, bien. Un peu translucide, magnifique. On a 6 thématiques. Soit tu te laisses tirer. Ouais. Moi c'est tout pour le destin. Bah vas-y, lance. Tout pour le destin. On tombe sur le 4. La famille. Oui, magnifique. Je t'ai dit, il faut croire dans le destin. Il faut croire. Tout est écrit d'une certaine manière, même si on reste acteur. Et donc moi, ça me va parfaitement. Ouais, la famille, bien sûr. Ben, c'est la base, donc c'est très bien. Je pense que si tu m'avais laissé le choix, j'aurais choisi la famille. Donc voilà, je t'ai dit, faut faire confiance. Pourquoi c'est la base ? Mais c'est la base de tout. C'est la base de tout, la famille. Tu t'arrives, là, je te dirais, quand tu m'as demandé si ça va, je t'ai parlé de ma famille. Je t'ai parlé de ma famille, que tout allait bien. C'est la base de tout. C'est-à-dire que pour moi, je peux pas et on ne peut pas aller bien si ça se passe pas bien dans ta famille, que ce soit encore une fois avec ton épouse, ton époux, ton compagnon, ta compagne, les enfants, les parents, les grands-parents, les cousins et même les amis qui font pour moi partie de la famille. Hein. Pour moi, c'est vraiment un gage de stabilité et beaucoup de choses. Évidemment, il y a le niveau professionnel, mais beaucoup de choses partent de la famille. T'as une grande famille ? Grande, ça dépend quel périmètre. Alors, si on parle au niveau famille nucléaire, comme on dit, moi je suis issu d'une famille, j'ai qu'un frère. Bon, on va pas tout dire, mais ce qui est assez étonnant. Mais j'ai 14 cousins. T'as 14, mais non, alors. Mon papa est d'une famille il est plus de ce monde. Il est issu d'une famille de 10.
Ma mère d'une famille de 4, mais ça tenait. Mes parents voulaient avoir que 2 enfants. On est 2, hein, mon grand frère, je suis le petit dernier, et c'est la base en fait. Vraiment, c'est quelque chose d'hyper important, et j'ai toujours été très attaché. Et c'est quelque chose qui est au fondement de ma vie. Et aujourd'hui, étant un époux et un jeune papa, voilà, ça continue, ça poursuit. J'essaie de reproduire ce schéma parce que j'en parle beaucoup avec mon épouse. On est beaucoup à reproduire les schémas, et je me rends compte là avec ma petite que je reproduis des choses. L'éducation que mes parents, j'ai un lien très fort, j'avais un lien très fort avec mon père, avec ma mère aussi. Hein. Je reproduis, et ma femme, elle reproduit également l'éducation de sa maman. Tu reproduis quoi par exemple? Le fait d'être présent, je vais commencer à chialer déjà, on est à 4 minutes, même pas 6 minutes. 6 minutes. Le fait de donner de l'amour énormément, vraiment, c'est le fait de dire je t'aime. Putain, je vais chialer au bout de 6 minutes, c'est trop tôt là. Et de le marquer en fait, vraiment, c'est-à-dire d'être présent pour ses proches, d'être là. Donc pour moi, c'est vraiment... c'est tôt, excuse-moi. Hein. Je sais même plus ta question tellement je suis ému déjà. Tu sais quoi, tu me l'as fait perdre aussi. Ouais, voilà. L'émotion est contagieux. Non, sur le fait de passer, c'est ça. Tu disais que tu reproduisais. Ouais. Qu'est-ce que je reproduis? D'être présent, d'accompagner. T'as jamais eu des personnes qui pleurent aussi vite, hein, dans tes interviews? Aussi vite. Aussi vite, non. Je suis désolé, mais on a commencé sur la famille. Désolé, et je pense ça. C'est ça qui est chouette. C'est justement le fait qu'on est tous humains et que l'émotion, c'est le plus beau cadeau que tu puisses faire à l'autre. Ah, c'est gentil. C'est gentil. Parce que je pense à mon père, en fait. D'accord. On a une belle pensée pour lui. Ouais. Quelle est la plus belle valeur que ton père ait pu te transmettre? Il y en a plusieurs. Comme tu es connecté avec lui là. Ouais, il y en a plusieurs. C'est le fait d'être droit. Le fait d'être respectueux. Et d'avoir des valeurs, pas que religieuses, évidemment les valeurs religieuses, mais même plus globalement le fait de respecter les gens, de respecter autrui. Ouais, vraiment. Et la fierté aussi de nos origines. Enfin voilà, l'éducation avec un grand E, vraiment. Le fait d'être droit, de pas tout accepter, de mettre les valeurs au-dessus de tout. De mettre la famille, ouais, vraiment c'est la droiture. Même s'il y a des moments où tu peux peut-être écraser les autres pour avancer plus vite, Non, ça nous reviendra forcément dans la tête. Donc, non, c'est vraiment respecter les gens. Et voilà. Et la droiture. Vraiment, c'est la droiture. Et... En fait, la religion, l'islam, hein, a toujours été là, mais en filigrane. En filigrane, c'était pas appliquer des règles pour appliquer des règles. Il faut faire ça. C'est toujours expliquer ce qu'il y a derrière la règle. C'est-à-dire, quand on va jeûner, c'est pour se mettre à la place des personnes qui sont dans le besoin. Quand on va faire la sadaka, c'est pour donner à ceux qui en ont besoin. En fait, il y avait vraiment l'explication, et c'était les valeurs, l'éducation et la droiture avant tout. Donc la religion était en filigrane, mais avant tout, c'était ces valeurs-là et la force et la puissance de ces valeurs et de cette droiture. Ouais. Donc j'entends que c'est une vie de la religion dans l'ouverture. Ouais. Dans l'ouverture, et c'est pas la religion au sens un code à appliquer. Il n'y a pas ce côté dogmatique, et il n'y a pas ce côté liste, tout doux. Je dois faire ça, je dois faire... Non, derrière, il y a des valeurs, il y a une orientation, il y a une dimension spirituelle, il y a une raison pourquoi on fait ça, et on n'est pas dans l'affichage, on n'est pas dans le... il y a un terme, je ne suis pas vraiment satisfait, un peu dans ce matérialisme religieux où tu dois montrer ce que tu fais. Non, c'est intérieur, c'est des valeurs, je ne dis pas que je suis parfait, très très loin de là, mais j'essaye, et encore une fois dans les trucs du quotidien, c'est-à-dire dans l'éducation que j'ai reçue, dans l'éducation que je transmets à mes enfants, dans les rapports que j'ai avec ma femme, dans le respect que je vais avoir vis-à-vis de mon épouse, vis-à-vis de mes proches, mais également vis-à-vis au niveau professionnel. Au niveau professionnel également, c'est-à-dire quand on parle de respect, quand on parle d'honnêteté, là aussi d'honnêteté, c'est pas optionnel en fait, c'est partout. Et sans parler forcément de religion, c'est des choses qui infusent et qui doivent, dans le respect aussi de mes 5 prières quotidiennes, même si je les fais pas toujours à l'heure, c'est quelque chose qui pour moi infuse. Et donc voilà, il n'y a pas ce côté to-do list, je vais montrer, je vais en parler, je vais
rendre fou tout le monde, non, c'est intérieur. Et après, c'est encore une fois, ça infuse dans tout ce que je vais faire et dans ma manière d'être, et même si encore une fois, je suis pas parfait. Mais ça, c'est des choses, c'est la puissance, et encore une fois, on y revient à la famille et à l'éducation, de ce qui, je pense, m'a été transmis de manière très douce, très douce, mais voilà, c'est toute cette puissance que je peux avoir aujourd'hui dans ces valeurs qui sont réellement présentes chez moi et dans mon quotidien. Et qui transpire en fait sur tout ce qui est rayonne autour de toi. Donc ça peut être les amis, le travail. Ouais, bien sûr. Moi, j'aime pas les problèmes. C'est-à-dire que quand je sens qu'à un moment donné, quelqu'un, et encore une fois, je suis pas parfait, très loin de là, mais quand je sens qu'à un moment donné, quelqu'un va avoir une approche qui ne me plaît pas au niveau de sa manière d'être, de sa manière de se comporter, des choses, mais qui sont pas forcément exprimées verbalement dans ça, je me dis non, on va s'éloigner de ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, je suis fier d'avoir autour de moi des amis qui partagent les mêmes valeurs que moi. Souvent, on a une expression en disant de dire mais il y a les gens à problème. Ça, encore une fois, chacun a son parcours, on n'est pas là pour juger, mais par rapport à mon éducation, mon père me disait très régulièrement fais attention à ces personnes, fais attention, regarde, discute avec les gens, mais aussi vois comment ils se comportent et le décalage qui peut exister entre leurs discours et leurs actes, et aussi comment les personnes se comportent en l'absence d'autres personnes. Et je l'ai intégré pour moi, c'est-à-dire qu'à un moment donné, mes amis me disent toi t'es la Suisse, à chaque fois tu veux pas machin. Je fais les gars, moi je veux pas, même si encore une fois je le répète, je suis pas parfait, très loin de là, mais à un moment donné la personne n'est pas là pour se défendre, je vais pas parler, je peux évidemment parler d'une personne en son absence, mais je suis pas là pour pointer du doigt ce qu'elle aurait mal fait, pour pointer si j'ai un truc à lui dire, je lui dis. Parfois ça va être mal accueilli, mais je pars du principe que la manière dont la personne se comporte en ton absence, mais quand toi tu seras pas là, elle se comportera de cette manière. J'ai pas envie qu'on ait cette image de moi, donc j'essaie de trouver cet équilibre-là. Après, encore une fois, parfois j'ai fait preuve de médisance, j'ai fait preuve de choses qui ne sont pas forcément louables, on va dire ça, mais j'essaie de m'améliorer et je pense qu'avec les années, et la paternité aidant, j'essaie de progresser. Et bon, on a bien avancé sur la famille. Ouais, désolé. Je te propose, on va passer sur une deuxième thématique. Ouais, allez, avec plaisir. C'est 6. Réussir sa vie. Ah, alors moi j'ai un gros débat avant même que tu... Il y a réussir sa vie et réussir dans la vie. Pour moi c'est deux choses différentes. Désolé, c'est un débat que j'ai déjà eu. Réussir sa vie et réussir dans la vie. Réussir professionnellement et réussir au niveau global avec le côté professionnel, avec la sphère professionnelle à l'intérieur. Mais pour moi il y a une différence entre réussir sa vie et réussir dans la vie. Mais réussir sa vie, je pense que tu peux vraiment le savoir au moment de ton dernier souffle. Ouais. Et réussir dans sa vie. Ah ben ça tu le sais parce que les gens te le font comprendre. Réussir dans sa vie, c'est plus du côté matériel. Professionnel, c'est des choses qu'on arrive à palper, à évaluer, à identifier. Dont les gens peuvent te faire un reflet et te dire mais bravo, t'as réussi, c'est génial ce que tu fais. Complètement. Et par contre, est-ce que tu penses que dans réussir sa vie, les gens peuvent aussi te faire un retour en disant t'es un chouette bonhomme? Il peut avoir une opinion, mais réussir sa vie, je pense qu'on est la seule personne à réellement pouvoir évaluer si on a réussi sa vie ou pas. Parce que même la personne qui va être la plus proche de toi, que ce soit ton épouse, ton époux, tes parents, même ces personnes-là n'ont pas connaissance de 100% par définition, de 100% de ce que tu vis. Forcément, tu as ce qu'on appelle les jardins secrets, tu as des différentes sphères. Il y avait un chiffre qui disait qu'on passe plus de temps avec ses collègues de travail en cumulé sur certaines années qu'avec sa famille. Donc au final, pour moi, la seule personne qui peut savoir si tu as réussi ta vie, c'est toi-même. Mais c'est un peu glauque ce que je vais dire, mais c'est sur son lit de mort. Ces moments où on va se dire ok, est-ce que j'ai réussi au niveau professionnel? Ça, généralement, on le sait parce que les gens nous le renvoient. Les comportements qui changent dans un sens ou dans un autre, la réussite matérielle, les récompenses, les comportements. Les comportements verbal, ce qu'on va te dire, le non-verbal aussi. On voit à un moment donné la personne, la fameuse question comment tu t'appelles, qu'est-ce que tu fais dans la vie, et en fonction de ça, les comportements. Et je le fais aussi, je suis pas encore une fois, je le fais aussi. Je te le ferai pas aujourd'hui. Pardon, non mais je sais bien, c'est ce qui m'a fait kiffer. C'est pour ça que quand tu as expliqué le concept, je me suis dit j'aimerais trop. Donc encore une fois, merci pour l'intérêt que tu me portes. Pour moi, réussir sa vie, mais c'est un tout, c'est est-ce que j'ai été bon. On parle professionnel, donc oui, niveau professionnel. Mais est-ce que j'ai été assez présent pour mes enfants? Est-ce que j'ai été assez présent pour mes proches? Est-ce que j'ai contribué socialement au bien commun? Est-ce que j'ai apporté quelque chose à la société? Est-ce que mon passage sur Terre a servi à quelque chose? Et là, on retrouve le côté religieux aussi.
On y revient sans cesse, c'est ça, je dis ça en filigrane. Et ça, pour moi, c'est une question beaucoup plus complexe. Réussir dans sa vie, ben, je parlais de disque d'or, je parlais de trucs, ben oui, il y a des indicateurs sociaux, on va dire ça comme ça, qui vont, des signaux sociaux qui vont te dire, bah oui, on te fait comprendre, on t'invite dans des endroits où ça compte, ou des endroits où on te dit, on te voit avec tel homme politique, on te voit avec telle star de l'industrie, on te voit... Donc les gens, sur les réseaux sociaux, tu es plus ou moins suivi. Ce sont autant d'indicateurs, certains ont dit qu'on va les considérer, d'autres non, mais qui vont te dire, ben, j'ai réussi dans la vie d'une certaine manière. Réussir sa vie, que toi. Et là, je sais pas. J'espère. Tu sais pas là? À l'instant T là? Ah non, je sais pas. Pas encore? Je sais pas. Ah non. Avec ce que tu mets en place pour tes enfants, avec j'espère. tes amis, ta femme? J'espère. C'est l'objectif. C'est l'objectif, c'est qu'à la fin de ma vie, Inch'Allah, ça peut être dans 1 heure ou dans 10 minutes, je sais pas. On n'espère pas. Ce serait con. Quoi que ça ferait un buzz de dingue. Ouais, c'est ça. Mais c'est. Non, on l'espère pas. Non, on l'espère pas. Ou ça peut être dans 1 an, ça peut être dans 10 ans, ça peut être dans 30 ans. Mais tu as quand même une petite idée aujourd'hui. De se dire, ouais, je suis sur le bon chemin, même si c'est j'espère, mais j'espère vraiment. J'espère vraiment. Mais parfois, il y a des choses où peut-être je me disais ça il y a 10 ans, et au final, je me suis dit, ouais, mais en fait, ça, je l'ai fait. Mais est-ce que c'était vraiment le bon chemin? Est-ce qu'à un moment donné, le fait d'avoir, au niveau de l'agent, d'avoir collaboré avec tel type de partenaire, ouais, est-ce que c'était vraiment nécessaire? Sur le moment, tu te poses pas la question parce que voilà. Et avec le recul, avec un peu l'expérience, ou des choses que j'ai pu faire, j'ai pu dire, ben, le fait d'être papa aujourd'hui, je n'apprends plus tout de la même manière. Donc, peut-être quelque chose qui était vrai il y a ne serait-ce que 3 ans, ma fille a 2 ans et demi. Aujourd'hui, ben, je vois les choses différemment, et le fait d'avoir un deuxième enfant, encore une fois, Inch'Allah, est-ce que ça va pas me faire changer? Je sais pas. Donc là, vraiment, te dire, j'espère que je commence enfin, je mets en place des choses pour réussir ma vie, mais je pense vraiment que j'aurai la solution et la réponse définitive à mon dernier souffle. Ok. Et est-ce que tu as un équilibre dans cette quête? J'essaie de le trouver entre, on a commencé par ça, la famille, le niveau, la sphère privée, c'est-à-dire d'être suffisamment présent, d'avoir des attentions, d'être présent pour eux, que tout se passe bien, qu'il manque de rien. Mais après, il y a également au niveau professionnel, on en parlait, réussir dans sa vie, c'est-à-dire atteindre, se développer professionnellement, même si on l'a pas dit, j'ai plusieurs casquettes, donc même dans ma sphère professionnelle, il y a différentes choses. Donc réussir à trouver un équilibre déjà au niveau professionnel, au niveau privé, au niveau de la famille, et un équilibre global. On parle beaucoup d'équilibre vie professionnelle, vie privée, que l'un ne vampirise pas l'autre. Et j'essaie là aussi, il y a un équilibre qui est forcé à trouver, et ça j'essaie notamment quand je vais chercher ma fille à la crèche 17h, j'ai toujours un petit œil sur mon téléphone, tout ça, mais mes associés, mes collaborateurs, les personnes à qui je bosse, tout ça, savent que grosso modo, je suis pas disponible après 17-18h, et le week-end, je réponds pas. J'essaye du moins, et j'ai pas toujours fait ça. Parce que, et j'ai un peu un garde-fou, c'est mon épouse, qui me dit, t'es encore en train de bosser? Le week-end où des fois j'avais des dossiers urgents, là ils sont urgents, mais ils attendront. Ils attendront, même si parfois après, quand il y a des vraies urgences, là je suis obligé d'un peu bosser, elle aussi, mais j'ai appris à relativiser. Il y a un truc que j'aimais bien, qui est assez connu, c'est le compte, je crois, des cailloux, je sais pas, c'est en fonction des priorités, ce que tu vas mettre dans un bocal, etc. Les cailloux, les petits cailloux, exactement. Tu fais tout rentrer ou pas? Exactement. Quelles sont tes priorités? Et là, tu appréhendes les choses de manière différente. Donc forcément, c'est une question de priorité. Et donc j'espère trouver cet équilibre. J'essaie du moins. De toute façon, j'ai pas le choix. Le petit qui arrive là, je vais me faire tuer sinon, si je veux rester. On part sur une dernière thématique. Le 5. Le handicap. Le handicap, ok. Qu'est-ce que le handicap? Ou qu'est-ce que tu considères comme un handicap? Le handicap, il peut avoir évidemment les handicaps visibles, les handicaps visibles, non visibles. Après, moi, par rapport à une de mes casquettes, il y a aussi le handicap, c'est le fait de ne pas pouvoir disposer de toutes les capacités, et je ne parle pas que d'handicap physique, etc., de fait de ne pas pouvoir exploiter toutes ces capacités. Et ça peut être autant un handicap physique, mental,
que social. Pour moi, un handicap, c'est encore une fois le fait de ne pas partir sur le même pied d'égalité. Voilà, pour moi, on peut formuler ça comme ça, de ne pas partir sur le même pied d'égalité. Donc évidemment, on pense très rapidement au handicap physique, handicap mental, etc. Il n'y a pas longtemps, en plus, j'ai assisté à une conférence qui soulignait que plus de 3/4 des handicaps ne sont pas visibles. Mais il y a les handicaps sociaux. Les handicaps sociaux, le fait d'être né dans un quartier qui n'est pas bien connecté, qui n'est pas bien desservi, le fait de partir dans une famille qui n'a pas forcément des moyens. J'aime beaucoup, moi, Bourdieu, avec le capital social, le capital économique, le capital culturel. Et en fonction de ces 3 capitaux, on ne part pas avec les mêmes armes, on va dire. Et donc, pour moi, le handicap, c'est quelque chose je pense que chaque personne peut avoir, il y a des personnes qui sont bien loties, mais chaque personne peut d'une certaine manière être handicapée au regard de la société. Et après, c'est tout un enjeu. Qu'est-ce que l'on fait, nous, personnellement, pour compenser cela? Mais après, qu'est-ce qu'il existe aussi et comment on agit aussi pour compenser cela? Et qu'est-ce qui existe au niveau de la société? On parle beaucoup d'accessibilité, etc. Mais moi, je trouve que, et ça me tient beaucoup à cœur, notamment avec mon agence, on essaie de faire des choses à visée sociale, notamment pour des jeunes de la ville, de notre quartier, pour un peu contrebalancer cela. Donc même dans mon action professionnelle, et aussi l'idée, c'est aussi de donner les moyens pour avancer, pour peut-être compenser ce handicap en leur donnant les armes pour réussir, et pour réussir leur vie, pour réussir dans leur vie. Question qui peut être détonnante, mais d'un point de vue philosophique, est-ce que tu penses que le handicap peut être une chance? Oui, parce que parfois ça peut donner un supplément d'âme, ça peut donner un supplément de force, c'est-à-dire ça peut être un moteur, le fait de dire j'ai conscience du fait de ne pas avoir les mêmes armes. Encore une fois, on parle de handicap dans toute sa diversité. Ça peut donner un peu ce surplus de motivation. On le voit, il y a plein d'histoires dans le sport, dans les études, enfin dans les entreprises, tout ça. Il y a beaucoup de storytelling autour de ça en disant je n'étais pas fait pour réussir. On parlait tout à l'heure d'un artiste fameux qui a capitalisé sur ça. Ça peut être une chance d'une certaine manière. Ça peut être un moteur. Parce que, encore une fois, on conscientise par la force des choses le fait de ne pas avoir les mêmes moyens que d'autres. Et ça peut être un moteur, bien sûr. On passe au texte intro, je commence les phrases, tu les termines. J'aime beaucoup. Pour me développer, je lis autant des textes religieux que des articles scientifiques, que l'actualité. J'essaie de me développer, j'ai la chance d'avoir un métier stimulant intellectuellement. Donc je lis, j'apprends, je suis curieux. J'essaie d'être curieux de beaucoup de choses. J'écoute la radio, je discute avec les gens. Pour ça me développe en fait. Je pense que je vais autant apprendre, autant avec des petits jeunes qui d'un coup vont me parler, ça peut être un peu caricatural, de TikTok, des réseaux sociaux, mais je vais développer ma connaissance sur le sujet, que des personnes qui ont une expérience, que la petite vieille du quartier qui me dit vous savez, qui veut raconter sa vie, je le sens, mais quand j'ai un peu de temps, voilà. Il me dit vous savez, moi, etc. Je me dis que de chaque personne on peut apprendre, donc je peux me développer, j'allais dire intellectuellement et socialement au contact des gens. La dernière fois que j'ai cuisiné. Alors déjà, c'est pas une pub. Merci le Thermomix. Merci aux outils actuels qui me donnent. Moi, je suis très. Il me faut une. Je suis pas du tout dans l'inspiration au niveau de la cuisine. C'est-à-dire que j'ai réussi quand même à rater des omelettes. Pour dire le truc, c'est-à-dire qu'elle accroche, c'est brûlé, c'est trop. Je suis persuadé qu'en mettant plus fort, ça va aller plus vite, alors que non, ça va brûler la chose. Bref, moi, la dernière fois que j'ai cuisiné, c'est malheureusement, c'est quand mon épouse m'en a fait la remarque, et ça m'a embêté. Tu sais, j'aime pas, je me dis que non, c'est des choses, je me dis j'ai manqué un truc à un moment donné. Donc c'était malheureusement pour l'anniversaire de mon épouse, je me dis putain, c'est tant pour les fleurs. Je sais pas si c'est une question comme ça. La dernière fois où j'ai offert des fleurs, je mets un point d'honneur à offrir des fleurs à mon épouse en dehors de toute occasion. Même il y a une personne dans les transports en commun qui m'a dit vous avez quelque chose à vous faire pardonner. J'étais avec un bouquet, je dis absolument pas. Et j'étais trop content de dire j'offre des fleurs indépendamment de tout événement. Par contre la cuisine, j'y suis pas encore. J'y suis pas encore. Mais parce que. T'as pas répondu à ma question. La dernière fois c'était il y a 3 semaines. Et c'était quoi C'était quoi C'était un truc raté en plus. C'était une espèce de mauvais risotto pourri. Et après, j'ai voulu me rattraper avec ce que je te disais, avec le Thermomix qui me donnait exactement la marche à suivre. Mais non, je suis un très très mauvais cuisinier. C'était mieux avec le Thermomix ? Ouais, parce que ça me donne la marche à suivre. Je suis trop content. Et c'était quoi ? C'était quoi déjà ? C'était une purée de patates douces avec je sais plus, un truc, mais c'était pas. Je suis un très mauvais cuisinier. Ouais, d'accord.
Si on mange ensemble, c'est moi qui ferai la cuisine. Mais moi j'ai le ouvrez les guillemets, on commande très facile, fermez les guillemets, très facile. Okay. On commande il sort. Je suis très mauvais cuistot, très très mauvais. Cette année, j'ai décidé de faire mes prières à l'heure. C'est notamment la prière du matin, ce qu'on appelle la prière du matin, ça dépend. Là, c'est au lever du soleil. Là, en plus, c'est pas, entre guillemets, c'est pas compliqué. On a grosso modo, c'est 6h30, 7h du matin. Grosso modo, on se réveille plus ou moins à cette heure-ci, notamment quand on a des enfants. En été, c'est plus compliqué, c'est 4h30. 4h30. Donc là, en fait, c'est vraiment ces trucs. Cette année, j'ai décidé d'être là. Et en fait, c'est plus que, encore une fois, comme j'en parlais tout à l'heure avec mon père, plus que le côté, la règle, en fait, c'est une hygiène de vie. C'est bête, hein, mais pour moi, je fais vraiment le parallèle. Il y a beaucoup sur les réseaux sociaux des vidéos, on voit, même il y en a plein qui l'ont caricaturé, où je me réveille à 5h, je mets ma tête dans des glaçons, enfin, je sais pas. Mais en fait, pour moi, c'est des choses qui sont en filigrane de la pratique religieuse, mais encore une fois, au niveau spirituel, au niveau hygiène de vie. Donc, c'est-à-dire se lever, dire, cette année, je vais faire mes prières à l'heure, ce n'est pas que faire les prières à l'heure, c'est avoir une vraie hygiène de vie, c'est-à-dire me lever le matin à l'heure, faire ma prière, mais également manger, c'est tout ce qu'on fait aussi pendant le ramadan, manger plus sainement, parfois développer avoir un temps pour toi, pour les prières. Un temps pour moi, pour la prière de recueil, pour prendre mon temps, apprécier aussi la chance qu'on a de se réveiller chaque matin, j'insiste beaucoup sur ça, on considère tellement que c'est quelque chose d'acquis, le fait de se lever le matin, mais un matin tu te réveilleras pas. Et pour moi, quand je dis ça, derrière il y a toute une hygiène de vie, au niveau à la fois spirituel, c'est pas que la prière en tant que telle. Religieux, exactement. Pas le dogme religieux de je me fais, exactement. C'est tout ce global. Global au niveau hygiène de vie, remercier les autres, remercier le Tout-Puissant, de se réveiller le matin. Pour moi, ça c'est des choses qui sont et être reconnaissant. Quand je me vois dans le miroir, je me dis que je suis plutôt beau gosse. Non, pour sortir un peu de trop éthique. Non, alors je vais être très pragmatique. Je me dis, ça va, franchement, ça va quand même. Bientôt 40 ans, je commence à avoir un peu une barbe un peu grise et tout. Ça plaît à ma femme, donc je suis trop content. Je me dis que je vieillis plutôt pas trop mal. Voilà, non mais vraiment, je te réponds très factuellement. C'est l'objectif. Et après, je me dis aussi, je suis plutôt fier. Plutôt fier de ce que je fais. De réussir sa vie. Tu veux m'avoir sur ça? Je suis plutôt fier du chemin sur lequel je suis. Okay. Je n'ai pas honte de ce que je suis devenu, ce que je deviens. Et parfois on se dit, mais pensez pour être reconnaissant, on y revient, pensez à où vous étiez il y a 5 ans, parlez à vous-même, parlez à votre personne il y a 5 ou 10 ans. Et est-ce que cette personne aurait été fière d'être là où vous êtes? Franchement, ouais. Je pense que là, si je parlais j'allais dire mon nom, si je parlais au petit bip d'il y a 5, 10, 15 ans, j'aurais dit, bien frérot, ouais, je pense. Donc j'ai une fierté. Par contre, je reste vigilant sur le fait qu'il n'y a rien d'acquis. Okay. Il n'y a strictement rien d'acquis, autant au niveau pro qu'au niveau familial, il y a de nouvelles responsabilités, de nouveaux enjeux qui arrivent et il faudra être à la hauteur, mais pour l'instant, je suis plutôt fier de moi. Ça va. Ouais. Imhotep, comme tu dis. Je suis plutôt fier de moi, vraiment. Alors, je ne sais pas si tu sais, je pense, tu n'as pas écouté l'épisode, chaque invité pose une question au prochain invité. Oui. Donc, je vais te poser la question de mon dernier invité. Et la question de mon dernier invité est, et si tu avais quelque chose à changer? Je vais rechialer. Je dirais encore plus à mon père que je le dis aujourd'hui dans mes prières, je le dis à mon père. Dans mes prières, je sais qu'il est là. Mais je dis pas ça pour la forme, j'en suis convaincu. Tu le ressens? Ouais. Je l'ai jamais raconté un truc tout bête. La dernière fois que je suis allé le voir au cimetière, je sais pas si tu vas le mentionner, c'est au Maroc. Donc j'ai pas l'occasion d'aller souvent. J'y vais 1 fois par an, tu vois. J'étais en train de me recueillir sur sa tombe. Et au loin, je sais pas, 30, 50 mètres, je te promets, je vois une personne, mais vraiment, qui lui ressemblait et qui a eu le même tic que mon père. Truc tout con, hein. C'est-à-dire que n'importe quelle personne, peut-être mon frère, il aurait capté comme moi. Il n'était pas là. J'ai expliqué à mon frère qu'il était trop ému aussi. On est pareil avec mon frère. Mon père, il avait un tic. C'est-à-dire qu'il vérifiait à chaque fois son portefeuille dans la poche arrière. Il avait un tic. Je suis en train de me recueillir sur sa tombe. Je lève les yeux et je vois, je dis à une quarantaine de mètres, je vois un mec qui passe, qui me fait penser à mon père. Et à ce moment-là, il fait exactement le même tic. Il vérifie. C'est anodin. Pour 6 milliards de personnes, c'est anodin. Pas pour moi. Encore moins à ce moment-là. Déjà, je suis convaincu qu'il est là. Je suis convaincu qu'il me voit. Je suis convaincu que quand je lui parle, il m'entend. Mais ça...
Bon, j'ai la larme facile, hein, mais bon, pas tant que ça. Mais quand je pense à lui, mais là, j'ai refondu en larmes à son âge. Donc, pour revenir à ta question, ouais, je lui dirais encore plus. Je sais qu'il le sait. C'est tellement fou pour moi ce qu'il a fait pour nous, je le remercierai jamais assez. Oui. Voilà, donc c'est ça. Évidemment, il y a ma mère. Ma mère, je l'aime plus que tout au monde. Mais ouais, avec mon père, c'est... Et ma mère aussi. En fait, avec mon frère, ma mère, on a un amour infini pour mon papa. Et donc là, pour moi, c'est ça. Sinon, franchement, je suis plutôt content de mes... Ouais. Non, sinon, professionnellement, au niveau privé, je suis plutôt fier. Mais encore une fois, on a tellement été bien cadré, mais cadré pas dans le mauvais sens. Pas bridé. Accompagné. Ouais, on a les valeurs. On a l'éducation. Désolé pour ceux qui écoutent, hein, ça peut être agréable peut-être de m'entendre chialer pendant... Mais pour celles et ceux qui écoutent... Et en même temps, je te coupe, c'est si précieux. Ah ouais, merci beaucoup. Merci beaucoup. En tout cas, moi j'ai une petite pensée pour ton papa. Quoi. Merci beaucoup. Mais c'est tellement... je pourrais reprendre le terme que tu viens d'employer. C'est tellement précieux ce qu'il nous a donné. En fait, c'est inestimable. Qu'au final, parfois on me dit bien et tout au niveau de ton parcours. Je fais pour moi l'essentiel du taf il a été fait par mon père. J'ai bossé, que ce soit au niveau pour mes différents secteurs, domaines d'intervention, on va dire ça comme ça. J'ai bossé bien sûr, mais au final, j'avais tout ce que je demandais, je l'avais. Que ce soit au niveau de l'attention, au niveau de l'amour, au niveau économique aussi. J'ai manqué de rien. Chaque fois, mes amis se moquaient de moi. Mais peut-être qu'avec le recul, je me disais qu'il y avait une petite pointe de... Peut-être pas de... d'envie. Moi, dès que j'avais les félicitations, j'avais un nouveau jogging là. J'avais une nouvelle paire de TN. Et à chaque fois, c'était une blague hein, au lycée. C'est bon, il a eu les félicitations. Demain, il va débarquer. Et ça manquait pas. Et j'ai même une fois, un pote il passait, je me rappelle, j'étais devant un magasin, c'était le magasin machin, c'était l'univers du foot là-bas, j'étais devant la vitrine, mon père était là, il me dit qu'est-ce que tu veux ? Collège, j'ai pas toujours eu les félicitations au collège, fin du collège, lycée, ça manquait pas. Vraiment, j'insiste sur le fait que je n'ai strictement manqué de rien. Et donc, moi ça voilà, et ça c'est des choses qu'il nous a léguées, qu'il nous a laissées, que je reproduirai Inch'Allah pour mes enfants, et que je commence déjà à reproduire. Est-ce que tu as un sujet ou une attitude qui t'énerve ? Qui pique. Alors, je vais donner un sujet ou une attitude. Je vais donner un truc, on va dire lambda, un truc les gens qui... Ça, c'est ma femme qui me l'a transmis. Les gens qui traînent les pieds, ça me tend. Ça va être comme les gens qui traînent. C'est vraiment physiquement, c'est pas une image. Oui, qui traînent, c'est-à-dire entendre. Ouais, voilà, ça me stresse. Mais c'est à cause de ma femme. C'est elle qui... Alors qu'avant, je faisais pas gaffe. Maintenant que je fais gaffe. Donc ça, c'est vraiment le truc. Des petits tics du truc du quotidien, ça me tend. Sinon, j'allais dire au niveau plutôt des valeurs, du comportement, de l'éducation. Ouais, les gens qui se plaignent toujours. Notamment dans nos sociétés occidentales, mais on a une chance monstre. Mais vraiment, déjà, même indépendamment de ça, pour moi, déjà le fait de pouvoir le fait d'avoir la santé. On est toujours dans un truc où on va regarder au-dessus. Et ouais, mais un tel, il a une plus grosse voiture. Et mais un tel, il a un plus gros salaire, mais un tel, etc. Ah, mais j'aime beaucoup certaines paroles de rappeurs qui disaient mais le jour où tu auras un IBM, tu voudras une Porsche. Le jour où tu auras une Porsche, tu voudras une Rolls-Royce. Le jour où mais en fait, ça s'arrête jamais. Mais au lieu de regarder au-dessus, regarde en dessous. Et je crois qu'il y a peut-être 90% de la population mondiale, 4 milliards de personnes, on va dire ça, 5 milliards, qui sont en dessous de toi, qui n'ont pas accès à des choses de base. Mais ça a été beaucoup dit, mais c'est vrai. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, des gens qui se plaignent, qui sont... En fait, c'est au bout d'un moment, faut qu'on ait vraiment conscience. Évidemment, tout n'est pas parfait, évidemment, mais on est dans une situation où, encore une fois, on a la santé qui est pour moi le bien, qui est pour moi et même pas un bien en fait, qui est pour moi la chose la plus importante. J'ai, par rapport à mon taf ou autre, côtoyé des personnes qui sont dans les très beaux quartiers, qui vivent tout ça et qui sont profondément malheureux, elles ont tout ce qu'il faut au niveau matériel. Quand je pense qu'elles sont au niveau des 1%, 2%, les personnes les plus riches en France, voire même dans le monde, vraiment des multimillionnaires, mais qui sont malheureux parce que au niveau de leur famille, ils sont en jugement, en procès avec leur famille, ils n'ont pas la santé aussi, parfois ils cumulent les deux, sachant que l'un peut entretenir l'autre et engendrer l'autre. Certains qui, la santé ne va pas parce que dans leur famille ça va pas, ou parfois juste la santé, ou parfois juste la famille, mais franchement, là, moi
quand on a la santé, soyons reconnaissants, soyons conscients de la chance que l'on a à pouvoir se lever chaque matin et à pouvoir se déplacer et à pouvoir avoir un toit et à pouvoir se nourrir et vivre dignement. Rien que ça, pour moi, c'est ça. Et donc les personnes qui se plaignent, pour moi, et ça aussi, c'est toutes les mauvaises énergies et tout ce mauvais karma, ces mauvaises énergies, moi, je m'en éloigne. J'essaie de m'en éloigner. Avant de partir, Ouais. il te reste quelques jours, quelques mois avant de mourir. Ouais. Qu'est-ce que tu souhaiterais pas regretter? Qu'est-ce que tu aimerais faire? Alors, est-ce que j'ai conscience du fait qu'il me reste quelques jours à... Ou quelques mois. Ou quelques mois. On remet la priorité, la famille, on y revient, on boucle la boucle. La famille, avant tout. Passer encore plus de temps avec mes proches, avec mes enfants. Donc, avec ma femme, avec ma mère. On reboucle avec le premier Bien sujet sûr, sur la complètement. Ben oui, parce que c'est la base. C'est la base. C'est-à-dire revenir, passer encore plus de temps, dire encore une fois, parce que pour moi c'est le plus important, dire à mes proches que je les aime, être reconnaissant vis-à-vis du Tout-Puissant. Parce que si on me dit il me reste un jour, un mois, un an, ben je dis c'est comme ça, voilà. Mon histoire est terminée. Je ne sais pas si elle se poursuivra sous une autre forme, j'en sais rien. Et j'accepte le fait de ne pas savoir, le fait d'avoir, qu'on appelle en économie une rationalité limitée. Donc le fait qu'il y a quelque chose, une puissance beaucoup plus grande que moi, j'accepte. Mais par contre, il y a un truc, ben je vais être reconnaissant. Et voilà, et être reconnaissant vis-à-vis de mes proches, vis-à-vis de mes amis. Aussi peut-être pardonner, peut-être des personnes que j'aurais potentiellement heurtées. Profiter de ces derniers moments, ben ça peut paraître un peu bateau dit comme ça, mais pour diffuser de l'amour en fait, parce que ça, on peut le faire gratuitement, tu vois, et partir en paix, voilà, partir en paix. Pour moi, c'est partir en paix. Okay. Et après, au moment du jugement, de rendre tes comptes et en espérant que la balance penche du bon côté. Je te laisse retirer le dé. Ouais, encore ça va tomber 4, encore, tu sais. Là, on est sur du 3. pair impair. Allez, c'est impair. Est-ce que tu peux nous partager le moment le plus douloureux que tu as traversé, ou un des moments les plus douloureux, et quelles sont les ressources que tu as utilisées pour le dépasser? La perte de mon père, et la famille comme ressource, et la religion, voilà. Ok. La religion. Se raccrocher à quelque chose d'au-delà, en fait. Bien sûr. Sachant que c'était pas à ce moment-là. Moi, j'ai vraiment commencé à commencer à faire la prière au moment c'est rigolo, au moment de la disparition de ma grand-mère, la maman de ma maman, à laquelle j'étais très 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 attaché. Ce qui était rigolo, c'est moi je parle assez mal arabe et elle ne parle pas du tout français. Donc on avait très peu d'échanges, mais malgré ça, il y avait un... Ouais, parce que les yeux. Voilà, on parlait. Et souvent, au moment des disparitions, au moment des gros événements dans la vie, on se raccroche à quelque chose. Donc moi, ça fait plus d'une dizaine d'années. Et moi, on se raccroche à ça et à la famille. C'est des choses, et aux discussions qu'on a pu avoir avec ma mère, avec mon frère. Ben ouais, la famille. Et même des années après, avec ma femme. Et j'espère avec mes enfants dans quelques années. Donc moi, c'est le moment le plus douloureux, bien évidemment. C'est la perte de mon père. Ben, je pense que voilà, à l'écoute de tout ça, ça aurait été bizarre de dire autre chose, mais ouais, la religion, la famille et l'amour et aussi la chance qu'on a encore d'être là. Vraiment la chance qu'on a d'être ici et qu'on a de pouvoir encore faire du bien. Ouais. Ça va être à ton tour de poser une question au prochain invité. Je me frotte les mains. Quelle est la chose la plus irrationnelle en laquelle tu crois profondément? Tu sais que c'est irrationnel, tu n'arrives pas à l'expliquer, mais pourtant au fond de toi, tu y crois. Et toi? La plus irrationnelle, pour moi ça l'est pas, parce que c'est le fait que tout soit écrit et le fait qu'il y ait une puissance divine qui nous dépasse totalement. Mais j'en suis convaincu, c'est-à-dire que là, mais on peut le prouver, en fait, ce côté, tu sais, métaphysique qui nous dépasse. Pour moi, c'est irrationnel, mais c'est rationnel au final. Il y a une telle perfection, là on va dire, mais il est complètement allumé, il y a une telle perfection, c'est-à-dire des cycles, de l'alignement. Enfin, tu sais qu'on parle d'alignement des planètes. Pour moi, il y a une telle perfection métaphysique que pour moi, tout ça ne peut pas suivre une certaine logique et donc il y a une puissance divine. C'est pas très clair ce que je raconte. Mais il y a quelque chose au-delà bien sûr, qui nous dépasse, mais surtout dans le fait, et ça, moi, c'est une chose que j'ai accepté, qu'il y a des choses qui nous dépassent totalement, qui dépassent notre rationalité, mais il faut l'accepter. Et souvent, il y a ce côté de l'être humain qui veut absolument tout comprendre et tout maîtriser. Une fois qu'on a fait le deuil, si on peut parler comme ça, une fois qu'on a accepté
le fait qu'on peut, malgré notre hyper-intelligence, etc., il y a des choses qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne contrôle pas. Déjà, ça fait du bien. Ça fait du bien. On le voit quand je discute notamment avec des personnes. Encore une fois, chacun a le droit de croire, de ne pas croire, etc. Mais quand je discute avec des personnes, notamment athées, qui me disent « mais je n'arrive pas à comprendre, je n'arrive pas, mais pourquoi la mort ? Pourquoi cette injustice ? Pourquoi des enfants meurent ? Pourquoi ?» J'ai dit « mais je l'entends, mais il faut accepter le fait de ne pas comprendre. » Et c'est pour ça que je veux poser cette question, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a des choses qui, aux yeux de la société, qui est au final assez religieux, on va dire ça, au final, hein, qui est au final assez... qui est assez, on le voit, la dimension spirituelle reprend des, voilà, il y a un réenchantement, on va dire ça comme ça. Mais au final, pour moi, il y a beaucoup de choses qui s'expliquent par le fait que l'être humain dans sa globalité, mais veut tout maîtriser, tout contrôler. Pour moi, il y a des choses qui dépassent notre entendement, notre rationalité, donc qui seraient irrationnelles, et il faut l'accepter. Et c'est pour ça que j'aimerais poser cette question, parce que je pense qu'au fond de nous, on a tous quelque chose d'irrationnel dans lequel on croit. Quel titre tu veux pour notre épisode ? Alors, je réfléchis. Merci papa. Ouais, c'est joli. Simplement. Ce sera le titre de notre épisode. Avec plaisir. Ouais, vraiment. On passe à la dernière question. Ben, au final, je sais pas si j'ai envie de dire qui je suis. Et la dernière question de cet épisode est de répondre à la plus grande inconnue de celui-ci. Qui es-tu ? Bon, je vais dire mon nom et mon prénom et mon nom. Hein. Ben, je suis Tariq Chakor. Je suis le fils de Bouchaïb Chakor. Et je suis à la fois universitaire et cofondateur et acteur de l'industrie rap. Voilà, où j'ai cofondé une agence qui s'appelle La Firme. On accompagne des artistes, plein de très gros artistes et de moins gros. Et à côté, je suis prof de fac à l'université. Prof de fac, en économie et gestion. Éco-gestion. En économie et gestion, ouais. Donc, c'est pour ça qu'il y a un côté à la fois, il y a cette double casquette, il y a un côté, je parlais de social, tout ça, d'accompagner aussi la nouvelle génération, d'essayer, mais aussi avec l'agence, d'essayer de mettre en place des choses pour la jeunesse marseillaise notamment. Peut-être qu'on aura entendu mon accent. Oui, je sais pas, pour moi, j'ai pas d'accent, mais bon. Voilà. Voilà, si tu le fais, oui. Ouais, ça, si je suis là. Voilà. Alors, du coup, ce qui est quand même très drôle, c'est que cet écart d'être maître de conf et dans l'univers du rap, où tu as amené, il n'y a pas longtemps, j'ai amené 2 exemplaires là, que je vais te faire dédicacer, pour faire le petit dictionnaire de Jul. Tout à fait. Tout à fait, je suis auteur du petit dictionnaire Joule, donc qui marche plutôt bien. Et l'idée, c'était d'analyser ce phénomène qui est le rappeur Joule sous ses différentes facettes. Ça s'appelle petit dictionnaire, mais c'est plus un abécédaire. Donc, il est sorti fin octobre 2025. Et écoute, voilà, j'ai essayé d'appréhender ce phénomène et j'ai conjugué à la fois ma posture universitaire et celle d'acteur du monde du rap, donc en analysant un phénomène du rap. Est-ce que tu peux partager une anecdote avec La Firme? Ouais, avec La Firme, avec les chanteurs, avec les artistes que tu accompagnes. Moi, ce que j'aime, c'est que quand les personnes viennent dans les locaux de La Firme, ils se disent waouh, trop stylé, c'est à votre image. J'aime trop qu'on me dise ça, parce que on y tenait beaucoup. On est dans l'hyper-centre-ville de Marseille. C'est vraiment nous, c'est notre triangle d'or, Opéra Noah et La Plaine. C'est pas le triangle d'or de tout le monde, hein. Mais on a transformé le carré en triangle. Oui, c'est ça. Oui, après le carré d'or, ça nous intéresse un peu moins. C'est notre triangle d'or à nous. Et en fait, moi, j'aime trop le fait que ce soit notre image, que voilà, il y a des disques d'or, de platine, des maillots de l'OM, des paires de baskets Marseille. Et en fait, nous, on aime trop recevoir. Et ce qui est rigolo, c'est qu'on reçoit notamment dans nos locaux, des très gros rappeurs, des responsables marketing nationaux, voire européens. Et à chaque fois, ils me disent, ouais, mais c'est trop beau et tout, bravo, tout ça. Le seul inconvénient, c'est qu'ils pensent qu'on est millionnaire, alors que non, pas encore. Pas encore, on fait des jolis chiffres, mais ça reste une relative jeune agence. On a moins de 10 ans, on a 7 ans. Mais moi, j'aime trop une anecdote, c'est que les personnes, quelles qu'elles soient, disent, des politiques aussi qui viennent, qui disent, mais ça vous ressemble, c'est trop stylé, on se sent bien chez vous. Moi, par rapport à tout ce que j'ai dit, j'aime bien aussi que les gens se sentent bien, qu'on les traite bien, qu'on les respecte. Et c'est ce qu'on essaie de faire. Et j'aime bien qu'on se sente bien chez nous. Voilà. Ça fait partie là aussi de l'éducation. C'est pour ça que je t'ai demandé combien de fois que tu voulais un café. J'ai eu de l'eau, j'ai eu le café, tout va bien. Tu me dis, je commande. Je t'ai dit, j'ai le on commande facile. Souvent on commande. On se commande un café ? Ouais, on se commande un café si tu veux.
Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Tariq? Franchement, un grand merci, un immense merci, vraiment, pour ton intérêt, pour tes questions, pour ta curiosité. Et je suis ravi de t'avoir rencontré parce que j'ai beaucoup chialé, donc j'ai un peu mal à la tête, mais ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien et j'espère que des personnes, que ça fera écho. Ça fera écho et pour moi c'est merci papa, pour d'autres ça va être merci maman, ça va être merci mamie, ça va être merci X ou Y, mais juste si je peux terminer sur ça, vous aimez forcément des personnes, dites-leur parce que le temps passe trop vite et ça peut vite devenir trop tard. Donc dites aux personnes que vous les aimez et je vais encore terminer en chialant. J'ai jamais autant chialé. Et c'est important de leur dire. Et c'est vraiment des choses dont les personnes se souviendront. Et donc, ça n'a pas de prix. Voilà. On va terminer sur ces belles paroles, Tariq. Merci pour notre échange dans l'inconnu, où le bonheur est parfois caché. Merci à toi. J'espère que vous avez tout autant apprécié que moi mon échange avec Tariq. Je vous invite pour soutenir le podcast à partager, à commenter. Je vous dis à la semaine prochaine, même jour, même heure.